Les marchés battent des records. Mais ce n'est plus vraiment une surprise. Depuis des mois, le S&P 500 tutoie ses plus hauts. Porté par 7 entreprises, Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta et Tesla, à elles seules, elles concentrent près d'un tiers de la capitalisation de l'indice américain. Certains y voient la preuve d'une nouvelle révolution industrielle, celle de l'intelligence artificielle. D'autres y lisent les signes d'une bulle spéculative, alimentée par la peur de rater la prochaine vague. Derrière les chiffres, pourtant, quelque chose de plus profond se joue. Ces entreprises ne se contentent plus de vendre des produits ou des services. Elles façonnent l'infrastructure mentale et énergétique du XXIe siècle. Des puces électroniques aux data centers, des réseaux électriques au modèle d'IA, elles redessinent les fondations matérielles du monde numérique. Ce basculement marque une nouvelle étape. L'intelligence devient un actif productif, une ressource à capter, à entraîner, à rentabiliser. Le calcul, lui, devient un marché mondial. L'IA n'est donc pas une promesse purement virtuelle. Elle prolonge sous une forme numérique la vieille équation industrielle. Plus de puissance, plus d'énergie, plus de ressources. Là réside le paradoxe de cette époque. Ce que le marché célèbre comme une avancée cognitive est peut-être aussi une accélération anthropique. L'intelligence artificielle nous fascine parce qu'elle apparaît immatérielle, presque abstraite. Mais en réalité, elle repose entièrement sur des choses très concrètes, des machines, de l'énergie et du matériel bien réel. Entre fascination et lucidité, il faut donc admettre les deux faces d'une même réalité. L'IA ouvre une ère d'opportunités inédites, mais elle révèle aussi les limites énergétiques d'un monde qui croyait pouvoir croître sans contrainte. Le progrès n'avance plus seulement par l'idée, mais par la capacité énergétique à la soutenir. Bienvenue dans Bloc à Bloc. Ici, on ne suit pas les tendances, on les déconstruit. Entre géopolitique, philosophie, technologie émergente et finance critique, ce podcast vous propose une lecture rigoureuse du monde qui vient. Pas de spéculation, pas de pensée toute faite, juste une pensée vivante, exigeante, lucide. Je suis Jonathan et je vous partage en temps réel mon propre cheminement. Le futur est en question. Allons voir bloc à bloc ce qu'il nous raconte. Toute révolution commence par une accélération. Un moment d'euphorie où tout paraît possible. L'intelligence artificielle vit ce moment. Ses capacités explosent, ses coûts aussi. Le progrès semble suivre une loi simple, celle de l'exponentielle. Mais dans la nature, rien n'échappe aux limites. Même la lumière, disait Einstein, a une vitesse. Et toute exponentielle finit un jour ou l'autre par se heurter à ce qu'elle ne peut plus dépasser. La rareté, l'énergie, le temps. C'est le moment du retournement. Celui où la croissance exponentielle devient logarithmique. Chaque effort rapporte un peu moins. Et l'idée d'un progrès sans fin finit par se heurter à la réalité du monde. Ce phénomène n'a rien de pessimiste. Il marque simplement le passage d'un âge à un autre, de l'expansion à la saturation, de la conquête à l'équilibre. Mais alors, que devient une économie construite sur l'idée d'un progrès sans fin ? Comment réagit une civilisation qui, depuis 2 siècles, associe la croissance à la réussite et la décélération à l'échec ? Certains diront que l'intelligence artificielle est condamnée à s'essouffler. D'autres qu'elle entrera dans une phase de raffinement où la puissance brute cédera la place à la précision et où la course à la performance laissera place à la recherche d'efficacité. Peut-être est-ce cela le vrai enjeu. Non pas créer plus d'intelligence, mais mieux l'utiliser. Non pas produire plus de données, mais apprendre à en tirer du sens. La courbe logarithmique n'est pas la fin de l'histoire. C'est peut-être le moment où l'on apprend à vivre avec la limite, non pas à la redouter, mais à s'y accorder. La question n'est donc pas quand la croissance s'arrêtera-t-elle, mais que deviendra l'intelligence lorsqu'elle cessera de croître ? Sera-t-elle plus sage ou simplement plus sobre ? Si l'intelligence artificielle symbolise la dépense, la consommation d'énergie pour produire du calcul, le Bitcoin, lui, représente presque l'inverse. Une tentative de cristalliser cette dépense, de la transformer en mémoire, en preuve de travail, en rareté.
Les deux technologies naissent du même siècle, mais elles incarnent deux logiques opposées de la valeur. L'IA transforme de l'énergie et du désordre en information et en sens. Le Bitcoin consomme de l'énergie pour garantir de la confiance. L'un produit de la complexité, l'autre impose une limite. Deux mouvements contraires, mais issus d'une même source. La recherche d'un nouvel ordre dans un monde saturé d'informations. Car à mesure que nos systèmes deviennent plus intelligents, ils deviennent aussi plus opaques. Mais peut-on vraiment opposer ces deux dynamiques? Peut-être pas. Car dans un monde où tout s'accélère et se dématérialise, il faut malgré tout un socle solide, une base d'énergie commune pour tout relier. Et peut-être que Bitcoin joue ce rôle, non pas contre l'IA, mais à côté d'elle, comme son contrepoids. Dans les deux cas, le cœur du système reste le même, l'énergie. L'IA la transforme en information, le Bitcoin en certitude, deux formes d'ordre nées du même chaos. Mais derrière cette symétrie, une question demeure. Que dit de nous cette volonté de capturer l'intelligence d'un côté et de figer la valeur de l'autre? Sommes-nous en train de chercher un nouvel équilibre ou de construire deux absolus qui finiront par se heurter? L'histoire n'a peut-être pas encore choisi. Et c'est tant mieux. C'est sans doute dans cet équilibre fragile entre ce qu'on dépense et ce qu'on préserve, entre le mouvement et la mesure, que se joue notre façon de comprendre le monde. Mais au-delà des idées et des modèles, le réel garde toujours le dernier mot. Et dans le réel, deux forces dominent tout, l'énergie et le temps. Et l'économie n'y échappe pas. Elle catalyse ces forces, elle les met en mouvement. C'est le socle des flux, le lieu où l'énergie et le temps se transforment en valeur. Et au fond, toute valeur reste soumise à deux forces maîtresses, l'énergie et l'inflation. L'énergie, parce que sans elle, on ne peut rien produire, rien transformer, rien créer. L'inflation, parce qu'elle fait perdre de la valeur à ce qu'on a et qu'elle pousse chacun à penser à court terme. Tant que le prix de l'énergie et l'inflation restent stables, tout tient en place. Mais quand l'un et l'autre s'envolent en même temps, la valeur, qu'elle soit financière ou intellectuelle, perd ses repères. Et c'est là que le capital cherche un nouveau repère. Derrière cette quête d'un repère stable, revient une vieille question. Sur quoi repose vraiment la monnaie? Au départ, la monnaie n'était pas une dette, mais une trace d'énergie dépensée, un témoignage de travail accompli. L'or, et dans une certaine mesure le Bitcoin, reprennent cette idée. Une valeur fondée non sur une promesse, mais sur une preuve. Mais le monde moderne a inversé ce rapport. Nos monnaies ne mesurent plus l'effort. Elles reposent sur la dette, sur une confiance projetée vers l'avenir. Et quand cette dette n'est plus adossée au risque, elle cesse d'être un lien et devient une rente. La monnaie circule encore, mais elle ne transporte plus d'énergie réelle. Bitcoin ne supprime pas cette logique, il la rend mesurable. La pyramide de la dette devient un système fermé, limité par l'énergie qu'il consomme. C'est peut-être là sa portée la plus profonde, rendre visible ce que la finance moderne avait rendu abstrait, le coût thermodynamique de la confiance. Mais le monde moderne a inversé le rapport entre valeur et effort. Nos monnaies ne mesurent plus le travail accompli, elles reposent sur la promesse d'un futur encore à produire. Elles fonctionnent sur la dette, sur une confiance projetée vers l'avenir. Mais quand cette dette se détache du risque, elle perd sa fonction de lien pour devenir une rente. C'est là que le déséquilibre s'installe. Refuser le risque, c'est refuser la vie, la création et la responsabilité. Le taux d'intérêt n'est pas un mal en soi, il devient juste quand il récompense un risque réel, et injuste lorsqu'il garantit un profit sans possibilité de perte. Le problème, ce n'est pas l'intérêt, c'est l'absence de risque. Et c'est là que la monnaie touche à la morale. Elle reflète notre rapport à la confiance et au courage. Car au-delà des bilans et des marchés, la dette est d'abord un lien humain. Sans dette, il n'y a plus de société. Nous devons tous quelque chose à quelqu'un, à nos parents pour l'éducation, à nos enfants pour la continuité, à nos proches pour le soutien et la confiance. Quand on dit « je ne te dois plus rien », c'est qu'on rompt le lien. Être endetté au fond, c'est appartenir à un réseau d'échanges, de temps, d'énergie et de reconnaissance. La dette n'est pas qu'un problème, c'est aussi ce qui nous relie, ce qui maintient le lien entre les personnes. Et peut-être que Bitcoin, sans abolir cette logique, en révèle simplement une autre dimension, celle d'une confiance mesurable,
d'une promesse ancrée dans la matière et l'énergie. Il ne remplace pas la dette humaine, il la rend plus tangible. Et nous rappelle peut-être que toute promesse, qu'elle soit économique ou morale, a toujours un prix. Ce lien, qu'il soit humain ou monétaire, ne disparaît pas. Il se transforme à l'échelle du monde. Et c'est justement là que la question de la croissance entre en jeu. Mais avant de parler de fin de croissance, il faut s'entendre sur ce que cela veut dire. L'argument décroissant est simple. Dans un monde fini, la croissance ne peut pas être infinie. C'est juste, mais incomplet. Car entre la matière et la limite, il y a une variable souvent oubliée, la productivité, autrement dit, l'intelligence. Au XIXe siècle, beaucoup pensaient qu'on ne volerait jamais plus vite qu'un oiseau. Quelques décennies plus tard, les avions traversaient l'Atlantique. Dans les années 70, on disait qu'un ordinateur ne tiendrait jamais dans une poche. Aujourd'hui, un smartphone dépasse en puissance les machines qui ont envoyé l'homme sur la Lune. À chaque époque, on confond la limite du moment avec la limite du possible. Et pourtant, chaque saut technologique n'a pas élargi la Terre. Il a densifié notre énergie, notre information et notre intelligence. L'histoire montre que les systèmes complexes ne se pilotent pas par des systèmes plus simples. C'est pour cela que les sociétés trop planifiées s'effondrent. Elles sous-estiment la créativité de la complexité. La thermodynamique, elle, n'a jamais promis la stagnation. La Terre reçoit toujours la même énergie du Soleil, mais elle apprend sans cesse à mieux l'utiliser. Le vrai progrès, ce n'est pas d'avoir plus d'énergie, c'est d'en prendre moins, de l'organiser mieux, de la rendre plus dense. La productivité, au fond, c'est cela, une densité d'énergie et d'information par unité de masse. Du minéral à la plante, de l'animal à l'humain et de l'humain à la société. L'histoire du vivant, c'est celle d'une énergie qui se concentre, qui devient de plus en plus dense, plus consciente, plus organisée. La croissance soutenable ne devient donc pas d'occuper plus d'espace, mais d'augmenter la densité énergétique et informationnelle là où l'on se trouve. Croître, ce n'est pas s'étendre, c'est apprendre à condenser davantage de sens et d'efficacité dans la même quantité de matière et d'énergie. L'économie, elle aussi, fonctionne comme une structure dissipative. À masse monétaire égale, une société plus informée, plus efficiente, peut produire davantage de valeur réelle. La question n'est donc pas de croître ou de décroître, mais de savoir si nous apprenons à mieux organiser l'énergie dont nous disposons. Depuis 2 siècles, notre imaginaire repose sur une idée simple, que tout peut croître. Profit, savoir, réseau, données, tout semble pouvoir monter sans fin. Mais toute courbe finit par rencontrer une limite. Non pas par accident, mais par nature. Le monde réel n'obéit pas à l'infini, il obéit à l'équilibre, à l'énergie, au temps et à la matière. Dans ce nouveau paysage, l'intelligence artificielle et Bitcoin apparaissent comme 2 symboles d'un même mouvement. L'un explore le possible, l'autre rappelle la valeur du fini. Entre les deux, il ne s'agit plus de choisir, mais de comprendre comment l'énergie, l'information et la confiance peuvent cohabiter. Et peut-être que le vrai tournant de notre époque est là, dans la découverte de la mesure, dans l'apprentissage du réel, non pas comme une contrainte, mais comme une forme plus haute de sagesse.